C'est un endroit qui symbolise une rencontre, celle des hommes avec un cours d'eau. Le moulin de Cossarieux, en Gironde, dont les origines remontent au XVe siècle, se trouve sur une petite rivière quasi inconnue du grand public, le Ciron. Modeste par la taille, mais immense par son histoire, sa richesse, sa singularité. Au fil de l'eau, vous allez découvrir aujourd'hui d'autres moulins, des châteaux somptueux, des vignobles prestigieux, mais plus encore des joyaux naturels uniques comme cette Étrée, la plus ancienne forêt de France. Car cette rivière possède un écosystème fascinant et fragile qui fait dire aux naturalistes qu'elle est une arche de Noé de la biodiversité, cap sur le Ciron, une si précieuse rivière. Avant de se jeter dans la Garonne, au sud de Bordeaux, le Ciron traverse sur 100 km des paysages variés, des collines du Bazadais aux vignobles du Sauternais. Cette petite rivière n'est pas le plus célèbre des cours d'eau d'Aquitaine et pourtant, elle mérite qu'on s'y intéresse. Le Ciron prend sa source dans cette zone marécageuse à Lubon, dans le nord des Landes. C'est d'abord un minuscule filet d'eau qui serpente au milieu des forêts. Tout au long de son cheminement, son débit augmente, mais sa taille reste toujours raisonnable. À l'opposé des cours d'eau exubérants, puissants, le Ciron nécessite du temps, de l'attention pour découvrir ses subtiles délicatesses. Ici, on est dans le cœur même de ce qu'il y a un haut spot de biodiversité, vraiment. Là, on a vraiment cette image de voûte végétale avec de l'aulne, du chêne. On a vraiment cette cavité qui se forme et tout autour, un chapelet de zones humides un petit peu partout. Le Ciron est classé Zone Natura 2000, un label qui souligne le caractère exceptionnel de ces écosystèmes. On trouve ici des espèces rares, comme le vison d'Europe ou encore la cistude. Max, un collègue d'Alexandra, est aujourd'hui sur la piste de cette tortue d'eau douce, très difficile à voir. Ce sont des espèces qui sont extrêmement sensibles à toutes les dégradations qui s'exercent actuellement sur les zones humides. On est sur un milieu naturel où il n'y a aucune pression humaine, ou quasiment aucune pression. Elles ont besoin d'énormément de tranquillité. C'est des espèces très sauvages et qui ont vraiment besoin de silence et de plénitude dans les endroits où elles vivent. Quelle est l'importance de préserver une tortue comme la cistude? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, bon, elle disparaît, pour l'homme, c'est pas si grave que cela. Alors cette tortue, elle est extrêmement importante parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc cet animal préserve un autre animal qui en préserve un autre. Et ce qui est lié aussi à la cistude, c'est son habitat, c'est-à-dire son milieu naturel. Toutes ces zones humides qui sont liées à cette cistude qu'il faut absolument garder pour nous aussi. Quand on a la connaissance que tu as de cet endroit, qu'est-ce que tu vois qui pourrait paraître insignifiant et qui ne l'est peut-être pas? Alors ce qui est fabuleux, c'est que cet arbre qui est tombé, ça a permis aux animaux de passer d'une rive à une autre, par exemple le vison. Alors du coup, ils se servent des troncs comme ça et on voit souvent en fait, ça fait des ponts naturels, voilà. Et en plus, quand l'arbre tombe comme ça crée des puits de lumière. Et puis du coup, on a des végétaux qui viennent s'installer là parce qu'il y a de la lumière. Et donc, par exemple, on a ici la calitriche. La calitriche? Calitriche, ouais. Donc c'est une petite plante aquatique. Ça apporte de la nourriture et ça recrée toute une chaîne alimentaire autour de ces plantes. La partie la plus impressionnante du Ciron
est sans aucun doute celle qui se situe entre Bernos-Bolac et Villandreau. Pour la découvrir, nous embarquons au pied des vestiges du château de la Trave, qui date du XIVe siècle. On est au pied d'une chute d'eau impressionnante. C'est quoi à l'origine, un moulin? Alors c'était un moulin à l'origine et là aujourd'hui il a été rehaussé d'ailleurs, donc aujourd'hui il est à 6 mètres de haut. C'est le plus haut barrage qu'on ait sur le Ciron. Cette rivière doit sa richesse à sa configuration si particulière. Elle s'écoule sous ce qu'on appelle une forêt-galerie. Cette voûte naturelle empêche qu'elle se réchauffe. Conséquence, les eaux du Ciron sont maintenues à une température moyenne de 14 degrés. Nous naviguons en fait au cœur d'un microclimat aussi rare que bienfaisant. Je vois une eau extrêmement claire. Alors, moi, logiquement, je me dis ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution. C'est le cas ou pas? Non, c'est le cas. Le Ciron est vraiment très pur, a une très très bonne qualité. C'est un endroit prisé, du coup, j'imagine, par des animaux particuliers. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors ici, au niveau poisson, on a une vingtaine d'espèces de poissons différentes, dont des poissons migrateurs. Puis après, on a d'autres espèces comme la loutre, comme le vison qu'on retrouve sur les rives du Ciron. Donc c'est quand même assez symbolique d'une bonne qualité de milieu, souvent quand on a de la loutre. Et ici, pour le coup, on en a quand même beaucoup. Beaucoup, mais on arrive à en voir. Moi, je rêve de voir une loutre, c'est possible ou pas? Alors oui, alors il faut veiller toute la nuit. C'est compliqué. Et puis ou alors avoir la chance comme nous d'avoir des caméras infrarouges en fait, qu'on pose aux endroits stratégiques. Et puis en fait la loutre elle vient nous faire des petits bisous sur la caméra. C'est doux, hein. C'est une navigation qui est Comment on pleine peut de se laisser douceur. porter Ah ouais, comme ça jusqu'en bas. c'est une quiétude là. Waouh. Quand on se balade ici, on a l'impression de ne plus être en France, quoi, d'être vraiment complètement ailleurs, en Amazonie. Et on est juste à 50 km de Bordeaux et on est à l'autre croirait bout pas. du monde. Le Ciron est bien plus qu'un petit Éden naturel, un havre pour des espèces fragiles et précieuses. Certes, son débit est modeste, et pourtant il a de tout temps été un lieu propice aux activités humaines. Sur le Ciron, au XIXe siècle, on comptait environ 40 à 50 moulins. Ah mais c'est énorme. C'est une activité très très importante de la vallée. La construction d'un moulin était un investissement assez important. Il fallait édifier le moulin par lui-même, dresser un barrage en travers de la rivière. Et seules les familles nobles ou le clergé pouvaient faire ces choses-là. Donc jusqu'à la Révolution française, la plupart des moulins de la vallée appartenaient soit au clergé, soit à la noblesse. Dès le Xe siècle, ces moulins sont à l'origine d'une activité économique qui ne va cesser de croître. Les boulangers de Bordeaux, attirés par la proximité de la rivière, passent des contrats pour faire moudre leurs grains en priorité. Les meuniers du Ciron vont ainsi devenir les principaux fournisseurs de la capitale d'Aquitaine. Avec l'industrialisation au XVIIIe et XIXe siècle, les moulins voient leur activité évoluer. On fabrique du papier, des tissus de feutre. À Bernos-Bolac, le vieux moulin à blé devient même une forge, puis un laminoir. La fonderie, où une centaine d'ouvriers travaillaient, était l'une des plus importantes de la région. À cela s'ajoute le flottage du bois. Le Ciron est alors une véritable rue industrielle. Il y avait ce qu'on peut appeler des trains de radeaux, plusieurs radeaux qui se suivaient et qui descendaient la rivière jusqu'au port de Barsac. Alors ce bois,
Il partait où? Il était utilisé pour quoi? Essentiellement sur Bordeaux, pour le bois de chauffage, pour les échalas, également dans la région pour les piquets de vignes. Mais durant une certaine période, on a fait dans le secteur des poteaux de mine qui partaient à Bordeaux et qui étaient ensuite expédiés en Angleterre ou dans le nord de la France. C'est juste incroyable parce que pour passer par exemple les barrages, il avait fallu les aménager. Oui, ce qu'on appelait des passelis. Et là on voit un passeur qui est presque en train de faire, j'allais dire, du surf. Bien évidemment, c'est pas ça, mais sur un tronc de pin. Ouais. ça paraît improbable, quoi, Mais quand oui, même. Hein. c'est vrai. Et Villandreau était quand même le pôle le plus important puisqu'il y avait des marchés, des foires au cours desquelles était fixé le prix du bois et le prix de la résine. Décidément, le Ciron cache bien son jeu. Affirmer que la richesse naturelle de cette rivière est hors du commun peut sembler un rien exagéré. Et pourtant... Quelle ambiance là, c'est super. Hein. Rémi Petit, généticien, écologue à l'INRA, ne vient pas dans ces sous-bois seulement pour le plaisir des balades en forêt. Nous sommes en fait dans une haie très unique qui est ici depuis au moins 40 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne forêt de France. Rémi, comment est-ce qu'on fait pour connaître l'âge d'une forêt? Comment on sait que cette forêt elle a 40 000 ans? Et voilà, il y a plusieurs étapes en fait pour cette forêt ici. On a commencé par les étudier avec l'ADN et on s'est rendu compte qu'ils étaient uniques en fait. Hein, ces arbres étaient vraiment différents par exemple de ceux des Pyrénées, etc. Donc du coup on s'est dit, mince, depuis combien de temps ils sont là à être... Et donc du coup on a simplement creusé dans le sol et cherché dans ce sol des charbons de bois. Hein, donc, partout, tout le temps sur la Terre, les forêts brûlent à un moment ou à un autre. Et donc on récupère ces charbons microscopiques hein, et on les examine. Alors on peut du coup voir si c'est du hêtre hein, avec leur anatomie. Et puis ensuite les dater au carbone 14. 40 000 ans, donc ça veut dire que ça a connu les mammouths, l'homme de Néandertal, hein, Sapiens. Enfin, eux, à part que cette forêt, elle a survécu, c'est ça qui est incroyable. Et voilà, elle a survécu à cette époque où finalement il faut s'imaginer un désert périglaciaire. Hein, ici. Donc on était à proximité des glaciers des Pyrénées. Et puis donc elle a survécu jusqu'à maintenant, où il n'y en a plus qu'ici en fait. Hein. Le hêtre, ce n'est pas une espèce courante du tout dans la région. Il n'y en a plus que dans ces gorges du Ciron. C'est ce qu'on appelle un refuge climatique. Et cette longévité, elle s'explique par le rôle du ciron? Et oui, c'est la clé pour expliquer ce climat et donc la présence du hêtre. Quand on dit que cette forêt a 40 000 ans, ce ne sont bien évidemment pas les arbres qui ont cet âge-là. Bah, celui-là, par exemple, tu vois, il a peut-être 80 ou 100 ans. En tout cas, il est en âge de produire des fruits. Hein. Voilà, des faines, hein, les fruits du hêtre. Alors, vous cherchez à les récolter justement, ces voilà, fruits. Pourquoi? C'est grâce à ces filets-là? Exactement, voilà. Donc les filets ont été posés pour récupérer les faines qui tombent de l'arbre. C'est quoi les faines? Et donc les faines, en fait, tu vois, c'est un peu comme pour des châtaignes. Il y a une bogue et dedans, donc, il y a ces faines, hein, les fruits du hêtre. Ça signifie que ça, si on le plante, qu'on le met en pépinière, ça permet de replanter ici voilà. des hêtres de la même espèce. Cette forêt qui a survécu si longtemps, est-ce qu'elle a des choses à nous apporter, justement dans un contexte en plus particulier de changement climatique? Bah, ça nous intéresse de savoir s'ils vont pouvoir persister avec le changement climatique en cours. Et donc, du coup, bah, ces faines sont récoltées non seulement pour régénérer la forêt ici, dans des coins où le hêtre a disparu, mais aussi pour les planter beaucoup plus au nord, pour étudier ses caractéristiques, comment elle pousse, à quel moment elle sort ses feuilles au printemps, etc., etc. Donc cette forêt elle a des choses à nous apprendre, voire à nous apporter même en plus. Voilà, exactement. Elle pourrait peut-être nous aider à aménager les forêts du futur. Plus je découvre ce cours d'eau, plus je mesure l'importance de son patrimoine tant naturel qu'historique. Le Ciron, qui fut longtemps une frontière politique entre la France et la Navarre, est aussi surnommé la rivière au château. On en compte plus de 50, dont Villandreau, édifié par Clément V, le premier pape français à siéger en Avignon. Quelques kilomètres en amont, on s'émerveille devant le château royal de Cazeneuve. C'est le fief des ducs d'Albret, une famille qui régna sur la Navarre et sur la France, puisque le plus célèbre d'entre eux est un certain Henri IV. Il en hérita l'année de son mariage avec Marguerite de France, la reine Margot.
Une union politique vite remise en cause par le fait que celle-ci ne donnait pas d'héritier au roi. C'est donc ici qu'Henri IV l'assigna à résidence dans l'attente de l'annulation de leur mariage. La reine ne pouvait quitter sa prison dorée sauf pour venir flâner le long de la rivière Ciron. Alors t'es prêt? Je t'emmène Oui. voir un lieu juste de légende. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Oula. C'est beau, hein? Alors en fait, ici, c'était la grotte de la reine Margot. Et en fait, elle venait y recevoir ses amants, selon la légende. Alors elle est là. C'est juste incroyable cet endroit. Et elle attendait ses amants ici. Donc cet endroit a connu les ébats amoureux d'une reine, c'est ça? Voilà, exactement. Je comprends hein, quand même pourquoi elle aimait venir ici, et pas seulement pour retrouver ses amants. C'est c'est un lieu, juste incroyablement beau. C'est un lieu plein de poésie, c'est très romantique en fait. Il y a des reflets là. Ça donne envie de compter fleurettes. Voilà. C'est un lieu propice pour parler de sentiments. Je te sens très attaché à cette rivière, un peu amoureuse. C'est facile d'être amoureux d'un cours d'eau comme celui-ci, tu vois, à quel point il est chargé, il s'est construit avec l'homme, il y a plein de choses, tu as plein d'ambiance, il n'y a pas que la nature, il y a ce lieu qui est chargé d'histoire, qui est chargé de légendes, de poésie, de contes. Le fait qu'elle soit un peu cachée, encastrée dans la roche aussi, c'est ça aussi qui lui donne... c'est un trésor qu'on découvre en fait. Dans ce trésor, prochainement, il va y avoir d'importants travaux liés à la construction de la ligne à grande vitesse. Toi, tu fais partie de ceux qui pensent que ça va impacter le Ciron? Ça aura forcément un impact. On ne peut pas imaginer faire passer 3 voies et passer 3 fois sur le Ciron, intercepter 30 cours d'eau sans qu'il y ait un impact. La force aussi de ce bassin versant, hein, de ce territoire, c'est justement son unicité, ça fait bloc. On se dit que ce qu'on va perdre, on n'arrivera pas à le récupérer. Comment on peut mesurer en fait ce qui va se passer après un projet aussi énorme que celui-ci? On peut te répondre que c'est pour la collectivité, pour pouvoir aller plus vite, rejoindre Toulouse, Dax. Alors c'est là où qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on veut garder ça ou on préfère la grande vitesse? C'est un choix. Dans les derniers kilomètres parcourus en Gironde, le Ciron se faufile au cœur des vignobles de Sauternes et Barsac. On produit ici les vins liquoreux les plus prestigieux au monde. À partir de septembre, les journées commencent inlassablement dans cette ambiance ouatée. Comme tous les viticulteurs de l'appellation, Bérénice, propriétaire de Château Climens, rend grâce à notre fameuse petite rivière. Elle sait ce qu'elle lui doit. Le Ciron est vraiment totalement capital dans la production des vins liquoreux de Sauternes et Barsac, parce que lorsque les eaux froides de la rivière se jettent dans celles plus chaudes de la Garonne, ça crée ces fameux brouillards qui sont essentiels à notre microclimat, parce que la pourriture noble va pouvoir se développer lorsqu'il y a alternance de brouillard et de soleil, comme on a eu aujourd'hui et comme on a régulièrement en automne. C'est donc bien le Ciron qui conditionne le développement de ce que Bérénice appelle la pourriture noble. Un petit champignon microscopique, le Botrytis cyrenea, l'élément fondateur du processus quasi alchimique qui permet de produire un vin au reflet d'or. Voilà, donc là on voit bien tous les différents stades de la pourriture noble. Donc le raisin doré qui a des petites taches de rousseur, ça c'est le champignon qui apparaît, et puis on voit qu'il colonise la baie de raisin, donc ça fait ce côté rosacé qu'on appelle nous le chocolat. Et là tu vois bien les petits poils du
du botrytis. Les petits Alors, poils, en fait, c'est le champignon. les petits poils, c'est le champignon. D'accord. Voilà, c'est le champignon qui colonise. Alors, la concentration va essentiellement donner le caractère liquoreux, sucré du vin. Mais ce qui est complètement fascinant, c'est qu'en fait, c'est au moment de la fermentation, des centaines d'arômes vont se développer. C'est pour ça que ce sont des vins qui sont des vins parfums, aussi bien au nez qu'en bouche. Consciente de ces bienfaits apportés par la nature, Bérénice a décidé d'aller encore plus loin. En 2010, elle a mené une révolution, passer l'intégralité du vignoble en biodynamie. Pour comprendre cette nouvelle façon de travailler la vigne, elle nous ouvre les portes de sa pharmacie naturelle. Donc là, on est dans la tisanerie de Climat. C'est un lieu très particulier où en fait, on va stocker et faire sécher les plantes dont nous nous servons pour la biodynamie. C'est quoi la biodynamie? Alors la biodynamie, en fait, je compare souvent ça à la médecine chinoise. C'est une façon de traiter la vigne qui est naturelle et plutôt dans la prévention, de façon à avoir une plante saine à l'intérieur de son environnement pour éviter qu'elle ne tombe malade. Alors, ça veut dire que vous utilisez les plantes pour traiter la vigne. Par exemple, c'est du fenouil, c'est Oui. ça? Oh, ça dégage un parfum. Ça sert à quoi, le fenouil pour la vigne? On fait des tisanes. Avec toutes ces plantes, on fait des tisanes. Donc le fenouil, par exemple, ou le laurier, le lierre, etc., vont être utilisés essentiellement contre le mildiou. Je vois là des noms que je connais de plantes. Souci, millepertuis, camomille. La camomille permet, dans les périodes où il fait un peu trop sec ou justement trop pluvieux, ça permet d'adoucir, de calmer en fait. La C'est vigne une est sorte stressée, de c'est ça? fluidifiant. Exactement, la vigne peut être stressée par les changements climatiques. L'ortie, par exemple, ça s'utilise pour quoi? L'ortie, quand vous frottez avec de l'ortie, qu'est-ce que ça fait? Ça pique, hein, ouais. Ça pique et ça réchauffe. Et en fait, l'ortie va réchauffer dans les périodes où il fait un petit peu trop froid pour la saison ou pour éviter la morsure justement du mildiou. Concrètement, comment vous les utilisez, ces plantes? Tout simplement, on fait des tisanes. C'est-à-dire que... Des grosses tisanes, alors? Des grosses tisanes dans une grosse bouilloire. On met les plantes séchées dedans et puis après, on va les dynamiser. En fait, un dynamiseur va tourner la tisane dans un sens et dans l'autre pour créer un vortex. Et donc, la tisane que nous allons pulvériser dans les vignes a reçu en quelque sorte l'information des plantes que nous utilisons. Ça a été quoi le déclic? Pourquoi à un moment tu t'es dit justement je veux plus utiliser ces produits chimiques qui peuvent être éventuellement dangereux pour la santé des hommes? En fait, ce qui m'a poussée peut-être, qui m'a donné un petit peu le coup de pied nécessaire, c'est que je me suis rendu compte qu'au niveau des assemblages de Climins, j'avais l'impression qu'on trouvait moins facilement l'assemblage, avec un grand A, celui dont on dit « Ah, ça c'est Climins ». Parce qu'ici, il y a un terroir très fort, les vins ont un côté très vibrant, très tendu, très lumineux. Et je me suis dit, le lien avec le terroir est peut-être en train de se distendre, donc là, il faut faire quelque chose. Bérénice, est-ce qu'on peut dire de façon allégorique, bien sûr, qu'il y a un peu de ciron dans ce verre? Oui, on pourrait dire ça, et l'idée me plaît bien, effectivement. Est-ce que tu fais partie des gens qui sont opposés, on va dire, à la ligne à grande vitesse? Pourtant, cette ligne, elle ne va pas passer au milieu des vignobles. Non, alors effectivement, les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez nous disent « Mais de quoi vous vous mêlez? Ça ne vous dérange en rien ». Eh bien, sauf que c'est comme quand on regarde un arbre. Là, en l'occurrence, on ne va pas lui couper le tronc, non, on va lui couper les racines. Qu'est-ce qui arrive à un arbre quand on lui coupe les racines? Mais la racine, c'est quoi? C'est le ciron? C'est le ciron. C'est la vallée du ciron. Ce sont nos racines. C'est ça qui fait que ces vins-là sont uniques au monde. Alors, on va trinquer au ciron? Trinquons au ciron. Après ces rencontres, ces découvertes, j'ai l'impression d'un peu mieux connaître cette si discrète rivière. Et c'est avec un petit pincement au cœur que je lui dis au revoir, au port de Barsac, où elle se jette dans la grande rivière Garonne.
En mêlant ses eaux à celles de la Garonne, le Ciron va commencer une nouvelle aventure qui va le mener jusqu'à l'océan. En voyant le Mascaret, cette vague qui arrive de l'Atlantique et qui remonte le fleuve sur plus de 100 km, on prend conscience de la puissance de la nature. Puissance, mais aussi fragilité, car le Mascaret de Gironde est le dernier à exister en France. Ceux sur la Loire et la Seine ont disparu à cause des barrages construits par les hommes. La fragilité du Ciron qui apporte ses bienfaits depuis des siècles est sur le point d'être rompue. Cette rivière nous invite à prendre le temps, à se poser pour l'admirer bien sûr, mais plus encore pour réfléchir aux conséquences de nos décisions. Il y a des trésors que l'on peut perdre à tout jamais.